Vous croyez en la malchance? J'ai longtemps vécu avec la boule au ventre, avec la sensation que j'étais poursuivie sans cesse par un spectre, jusqu'à ce que je rencontre Jésus. Suivez-moi pour que je vous raconte comment ça s'est passé. Je m'appelle Mona, j'ai 40 ans, j'ai un fils et j'ai été veuve 3 fois. Ce label de veuve m'a poursuivi pendant des années, mais aujourd'hui je n'ai plus peur d'en parler. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle histoire postée. Et si cette histoire vous a touché, aidez-nous à toucher plus d'âmes en cliquant sur notre lien PayPal. Que Dieu vous bénisse. J'ai rencontré mon premier amour quand j'étais encore en classe de 3e au lycée. Il était étudiant en 3e année, sciences économiques à l'université. Nous avions un lien très fort. Déjà parce que nous étions voisins, et puis il avait une figure paternelle dans ma vie que je n'avais jamais connue auparavant. D'ailleurs, nous nous sommes rapprochés parce qu'il m'aidait beaucoup avec mes devoirs de maths. Je dois l'avouer, je n'étais pas très forte en calcul, alors il me donnait très souvent un coup de main. Et c'est de là qu'est née notre idylle. Ma maman, malgré son petit commerce qui l'occupait énormément, était très stricte et à cheval sur le fait de garder son corps pur jusqu'au mariage. Alors Marco et moi avons attendu 1 an. Les 1 an écoulés, un jour, il est venu m'annoncer qu'il allait poursuivre son cycle de master en France. Prise de peur qu'il ne m'oublie, après avoir quitté le pays, je me suis offerte à lui 2 jours avant son départ. Sur le moment, il était l'homme le plus heureux du monde. Il m'a fait 1001 promesses, selon lesquelles il reviendrait à chaque vacances pour me voir et qu'on se marierait dès qu'il aurait du boulot. C'était beau l'espace d'un instant et j'y ai cru. Après être rentrée chez moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'avais du mal à imaginer mon quotidien sans l'avoir à mes côtés. Qui allait m'aider avec mes devoirs de maths? Qui allait être présent pour moi comme il l'avait été chaque jour? Le lendemain, je n'ai pas voulu le voir avant qu'il ne prenne son avion. J'avais trop mal. Mais ce n'était rien par rapport à ce qui m'attendait. Pendant que j'étais enfermée dans ma chambre, j'ai entendu des cris stridents venant de la maison de Marco. La voix ressemblait à celle de sa mère. Elle se lamentait et ses pleurs étaient horribles et déchirants. Je n'ai pas pu résister et je suis sortie. C'est alors que j'ai entendu la nouvelle atroce. Marco était décédé dans son sommeil. Ses proches avaient beau fouiller, mais les causes de sa mort étaient mystérieuses. Selon sa mère, il n'était même pas sorti en matinée. Après avoir fini son dîner la veille, il y allait se coucher. Il n'est plus sorti. Cette nouvelle était tellement traumatisante que je me suis sentie coupable d'avoir souhaité qu'il ne parte pas en voyage. J'aurais préféré qu'il voyage pour au moins vivre avec l'espoir de le revoir un jour. Mais hélas, le destin avait décidé autrement. Ça m'a pris 2 ans pour me remettre en couple avec quelqu'un d'autre. J'étais alors en terminale et je me suis mise en couple avec un très jeune cadre dans une entreprise de la place. Malgré le fait que je sois en terminale au lycée, il ne me jugeait pas d'immature. Au contraire, lui et moi avions constamment des discussions sur mon orientation après le lycée, mon choix de carrière et surtout les études qu'il fallait que je poursuive pour atteindre mes objectifs. Tellement ça allait bien avec lui que je l'ai présenté à ma maman, qui, elle aussi, l'appréciait beaucoup pour sa gentillesse et sa disponibilité. Mais nous avions un accord. Il fallait que j'attende l'obtention de mon bac pour avoir des rapports intimes avec lui, chose qui a été respectée. Cette année-là, j'ai eu mon bac avec brio. Alors il a pris l'initiative de demander ma main à ma mère et demander s'il pouvait sceller une union traditionnelle avec moi afin d'officialiser nos fiançailles. Maman a bien évidemment accepté et 1 mois plus tard, nous étions fiancés. La nuit après la cérémonie, je l'ai connu. Et le lendemain, il fallait que je retourne à la maison pour récupérer mes diplômes, car les préinscriptions à l'université venaient de commencer. Il fallait absolument que je le fasse. Je suis sortie très tôt et je n'ai pas prêté attention à son réveil. À mon retour à son appartement ce soir-là, la porte n'était pas verrouillée comme il avait l'habitude de la laisser. Sa mallette était toujours sur la table au salon et quand je suis entrée dans la chambre, il était encore couché sur son lit comme je l'avais laissé le matin. Je l'ai appelé en vain et c'est quand je l'ai touché que j'ai senti son corps froid. J'ai paniqué et j'ai appelé les voisins. Edmond était décédé. J'étais dévastée par la nouvelle. Voilà la 2e personne à qui j'offrais mon cœur qui perdait la vie. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis demandé si Dieu ne voulait pas me voir m'unir à quelqu'un. J'ai porté le deuil pendant 1 mois et demi. J'ai accompagné son corps en compagnie de sa famille dans son village natal où il a été enterré. Quelques semaines après son enterrement, je suis tombée malade. Je ne savais pas ce qui clochait. Alors j'ai fait un tour à l'hôpital et le diagnostic est tombé. J'étais enceinte de 2 mois. Je portais l'enfant d'Edmond.
J'étais à la fois heureuse parce que je portais une partie de lui qui allait vivre, et d'autre part, j'étais triste car j'allais devoir élever cet enfant seul et sans source de revenus. Mais pour l'amour que je lui portais, j'ai décidé de garder le bébé. J'ai dû abandonner mes études universitaires et j'ai trouvé un petit boulot de réceptionniste. Le fils d'Edmond grandissait bien. J'ai pris le soin, malgré les revenus limités, de l'inscrire dans une belle petite école maternelle. Je vivais encore avec maman, au moins je n'avais pas de loyer à payer. La vie poursuivait son cours et j'avais enfin pu cicatriser du deuil. La compagnie dans laquelle je travaillais organisait un séminaire auquel plusieurs partenaires importants allaient participer. C'est durant ce séminaire que j'ai rencontré Patrick. Il était doctorant en sciences politiques, très intelligent et surtout bienveillant. Nous avons échangé nos numéros de téléphone et après le séminaire, nous nous sommes revus. Je lui ai parlé de ma vie et je lui ai parlé des 2 hommes que j'avais perdus. Alors il a décidé qu'on ne brusque pas les choses pour ne pas risquer de me heurter, car j'étais encore fragile. Nous sommes sortis ensemble 6 mois, après lesquels il m'a demandé en mariage. 2 mois après la demande, nous étions mariés. Nous sommes allés en lune de miel aux Seychelles, c'est où je l'ai connu. Nous y avons passé 3 jours pendant lesquels il ne se sentait pas bien. Il avait une fièvre de 40 degrés, ce qui nous a inquiétés, alors nous sommes rentrés au pays. À notre arrivée, il a été immédiatement interné à l'hôpital. Et 3 jours plus tard, il est décédé. Je n'en pouvais plus. Pourquoi moi? On aurait dit que je portais le malheur. Ma mère, le reste de ma famille et moi, au vu de cet événement malheureux, avons décidé de nous rendre dans mon village pour faire les rites des crânes. Selon ma coutume, ce rite était censé me débarrasser de tout esprit de mort qui me poursuivait. Tellement j'avais mal au cœur que j'étais prête à faire n'importe quoi pour ne plus avoir à revivre une perte aussi lourde. Qu'est-ce que la société allait dire de moi? Que j'étais une tueuse de mari? Je n'ai pas pu supporter le chagrin, alors j'ai quitté le pays avec mon fils et je me suis installée au Canada pendant quelque temps. J'ai trouvé du boulot et quelque temps après j'ai lancé une petite affaire. Je me suis mise à envoyer de l'argent à ma mère au pays pour qu'elle m'aide à construire une maison familiale. Tout allait bien pendant 2 années qui ont suivi. Je me suis concentrée sur mon fils qui d'ailleurs avait de très bonnes notes à l'école. Mon cœur s'était endurci et j'avais décidé de rester célibataire. Cette année-là, je fêtais mes 38 ans. Alors j'ai décidé de descendre au pays avec mon fils pour célébrer la fête de Noël en compagnie de ma famille. C'était aussi l'occasion pour nous de visiter la maison pour laquelle j'envoyais de l'argent. Une fois au pays, l'accueil était chaleureux. Maman avait fait du très bon boulot avec l'aide de quelques cousins. La maison était magnifique, spacieuse et surtout très moderne. Toute la famille était fière de moi. Mais la question qui ne cessait de revenir malgré le succès social était celle de savoir quand j'allais me remarier. Ma mère m'a demandé de ramollir mon cœur, car chez nous en Afrique, il était important pour une femme d'avoir un mari, peu importe le succès social que tu as. Je pensais que cela allait se limiter uniquement au conseil, mais maman avait pris l'initiative d'inviter un de ses clients les plus fidèles. Il était un homme de 45 ans, divorcé et père de 2 enfants qui vivaient à l'étranger. Par politesse, j'ai accepté de le rencontrer, et à ma grande surprise, quand je l'ai rencontré, je l'ai trouvé plutôt à mon goût. Il était un homme assez accompli, un businessman aguerri, et surtout il était très sophistiqué dans sa manière de s'habiller et de parler. Nous avons échangé des numéros de téléphone et nous avons continué à parler même quand je suis rentrée au Canada avec mon fils. Il est venu nous voir à 2 reprises à Montréal où j'habitais. C'était tellement parfait que nous avons décidé de ne pas trop poser de questions. Nous avons donc sauté le pas et nous nous sommes mariés. C'était le plus grand bonheur de ma maman qui depuis le départ soutenait notre union. 1 mois après notre mariage, mon époux est tombé malade. Les symptômes étaient mystérieux tout comme ceux de mes ex-compagnons. Et quelques jours plus tard, mes craintes se sont réalisées, car il est décédé aussi. J'en avais marre, j'étais au bout du rouleau. C'était clair que quelque chose n'allait pas avec moi. Je suis tombée en dépression, car cette fois-ci, je me sentais coupable de toutes les morts qui frappaient les hommes qui voulaient partager ma vie. Après des mois et des mois de dépression, j'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis dirigée vers une église. J'avais besoin de soutien et surtout de réponses. J'ai demandé à voir le pasteur de l'église pour les confessions, et c'est alors que j'ai raconté ma vie dans les moindres détails. Il m'a administré de l'huile d'onction sur la tête et m'a donné des psaumes à lire cette nuit-là, et de revenir le lendemain à la séance d'exorcisme qui allait se dérouler à la paroisse. J'y suis allée et je me suis immédiatement sentie chez moi. Nous avons loué et prié, et au moment où le pasteur invoquait l'Esprit Saint, je suis tombée. Je me suis mise à convulser de manière très violente. Selon mon fils qui était présent avec moi,
il y avait une mousse qui sortait de ma bouche. Toute l'assemblée s'est réunie autour de moi et continuait de prier intensément. C'est alors qu'une voix d'homme s'est mise à parler. Elle a confessé qu'elle était un esprit qui habitait mon corps depuis mon enfance. Selon la voix, j'avais été dédiée à mon enfance à une entité qui était censée me protéger. Mais cette entité s'est mise entre moi et la grâce du mariage, et cet esprit était devenu un mari de nuit, et c'est la raison pour laquelle tout homme qui décidait de m'épouser perdait la vie. L'entité a été chassée au nom de Jésus, et voilà comment j'ai repris conscience. Nous avons continué la prière ce soir-là, mais j'avais le cœur et le corps légers. Plus tard, je me suis rapprochée du pasteur, et il était une aide valeureuse pour moi, car il m'aidait à prier et à fortifier ma foi. Ça fait 2 ans que cet esprit a été chassé de mon corps et de ma vie. L'année qui suivait ma délivrance, je me suis remariée, et aujourd'hui je porte le premier enfant de mon mariage. Mon mari et ma famille se portent bien au nom de Jésus, et je vous raconte mon histoire afin de partager avec vous la grâce que Dieu m'a accordée.